Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation, rendez-vous mensuel que nous vous proposons chez Laval Mayenne Technopole. Je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez LMT et notre mission est d'accompagner les entreprises et les projets d'innovation sur le département de la Mayenne. Ce matin, nous allons parler d'intelligence collective, d'autres mots qu'on peut utiliser aussi, donc c'est la créativité, l'idéation, tout ce qui va être des démarches créatives. Et première question avant de commencer que je voulais vous poser, c'est si je vous dis créativité ou intelligence collective, quel souvenir ça vous rappelle? Est-ce que pour vous c'est plutôt un bon ou un mauvais souvenir et pourquoi? Alors Daniel nous partage un bon souvenir de session de créativité donc sur l'innovation ouverte. Lionel nous partage les mots-clés pluridisciplinarité, créativité. Alors, Quentin nous partage un souvenir où du coup, il y a eu des échanges qui avaient permis de faire sortir de bonnes idées pendant la séance de créativité, mais derrière, il n'y avait pas eu de suivi. Donc, c'est à la fois un bon et un mauvais souvenir pour Quentin. Antoine nous partage un bon souvenir de design thinking, donc approche centrée usagée pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme anglais. Et donc, cette démarche avait permis de donner un cadre et de hiérarchiser, prioriser l'innovation sur un sujet en particulier. Alors Marion nous partage également des bons souvenirs avec des échanges d'expériences autour d'un projet, une ouverture d'esprit. Et Philippe nous parle de la certification ISO 9001 qui, selon lui, est une démarche intéressante pour initier le brainstorming et impliquer tous les collaborateurs et collaboratrices. On en parlera un petit peu plus tard. Corinne nous partage un des principes de la créativité. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des idées. Donc, c'est essentiel pour faire naître et avancer un projet. Donc, plutôt un bon souvenir pour elle. Et donc, Coralie ajoute un échange autour de l'innovation et un partage de connaissances pour les groupes de travail auxquels elle a pu assister. Très bien, et ben merci pour ces premiers souvenirs selon vous. Autre question que je voulais vous poser avant de commencer. Donc voilà, je vous ai demandé un souvenir de créativité ou d'intelligence collective. Selon vous, de quoi on parle quand on parle d'intelligence collective ou de créativité? Est-ce qu'il y a des éléments, des mots-clés ou une définition que vous pourriez proposer sur ce que l'on fait quand on fait de la créativité ou quand on participe à une démarche d'intelligence collective? Alors, Sandra nous propose un partage d'idées. On a Philippe qui nous dit un travail d'équipe, l'association de toutes et tous avec un objectif commun. Daniel nous parle de partage d'expérience pour développer de nouvelles idées. Thierry nous dit un partage d'idées, une mise en commun avec un objectif commun. Aline mentionne des phases de divergence et de convergence. Il y a également donc, le mot-clé de brainstorming. Innover pour répondre à des enjeux communs. Faire émerger des initiatives ou des idées à mettre en place selon une problématique. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on a finalement l'essentiel pour définir la créativité. Avant de passer à la définition, déjà, je voulais vous dire pourquoi moi, Charlotte Duval, je vous parle de ce sujet ce matin. Donc, comme je vous disais dans l'introduction tout à l'heure, moi, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Mais ma petite blague, c'est de dire que je suis chargée de post-it parce que du coup, c'est un peu mon outil de prédilection, mon outil de travail de prédilection. Et donc, j'ai regardé mes stats en préparant ce webinaire. Je me suis rendu compte que depuis 2015, j'avais animé 120 séances de créativité qui avait rassemblé 1500 personnes, donc en moyenne une douzaine de personnes par séance, que j'avais passé 270 heures à animer ces séances de créativité et qu'au total, j'avais fait utiliser quelques 25 000 post-it à mes participants. Et si on les met bout à bout, ces 25 000 post-it seraient presque aussi hauts que 6 tours Eiffel. Quand j'ai vu ces métriques, j'ai trouvé ça assez impressionnant, donc j'ai eu envie de vous les partager ce matin. Donc, pour vous dire que l'animation, la facilitation de séances de créativité et d'intelligence collective, c'est mon quotidien ici à Laval Mayenne Technopole. Et donc, quand je dis animation de séances de créativité ou d'intelligence collective, il y a une définition, moi, que j'avais trouvée, que je trouve qui illustre bien ce qu'on fait pendant une séance de créativité. En fait, la créativité, c'est un processus au cours duquel un individu
où un groupe d'individus fait preuve d'imagination pour mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou une solution originale à un problème. Donc cette définition, je m'en cache pas, hein, je l'avais trouvée sur Wikipédia, mais je trouve vraiment que chaque mot est important dans cette phrase. D'abord, il y a la notion de processus, donc ça implique une méthode, ça implique un état initial et un état final, et donc de préférence que l'état final soit différent de l'état initial. Il y a également la notion d'individu ou de groupe d'individus. En fait, que l'on soit seul ou en groupe, on va puiser dans qui l'on est au service de ce processus de créativité. Il y a également la notion d'imagination, d'originalité, de nouveauté. La créativité ne va pas se contenter de l'existant, mais elle va chercher à aller plus loin que ce que l'on connaît ou que ce que l'on a l'habitude de faire. Et enfin, il y a cette notion de trouver une solution à un problème qui va devoir être bien défini. Donc, mais il y a cet objectif de résultat, je veux trouver une solution, une réponse à un problème. Cette définition, on peut la compléter par 5 grands principes. Le premier principe, c'est que la créativité, même si c'est fun, ça sert pas seulement à trouver des idées et se dire voilà, je vais écrire des idées sur des post-it, on va les coller au mur, et puis ça va être sympa en fin de séance, on va avoir des murs bien colorés. Mais en fait, la créativité, ça sert pas seulement à ça, ça sert à les transformer en concepts aboutis. Et c'est souvent là qu'on a une impression finalement de travail pas fini quand on quitte une séance, c'est quand on n'a pas réussi à aller jusqu'à ce travail de concept abouti. Ensuite, toute démarche de créativité se passe en 2 temps. Il y a d'abord le temps de la divergence, qui va être un temps d'accélération, de production, d'exploration. On va chercher à partir dans tous les sens. Des idées les plus banales aux plus folles, en passant par les plus déjantées et les plus bizarres. Comme on disait tout à l'heure dans le chat, il n'y a pas de mauvaises idées, en fait, il n'y a que des idées et toutes les idées doivent être partagées. Et à ce moment de la divergence, on ne va pas forcément chercher la qualité des idées, mais bien la quantité pour essayer d'en avoir le plus possible. Parce qu'ensuite, il y a une seconde phase qui s'appelle la phase de la convergence et c'est cette phase qui va se charger d'identifier parmi toutes les petites idées de la divergence, d'identifier celles qui ont le plus de potentiel ou de les combiner entre elles pour arriver à des concepts plus aboutis, à des idées enrichies. Troisième principe, chacune d'entre nous est créatif ou créative, même si souvent on entend des gens dire qu'ils ne le sont pas, qu'ils n'ont pas d'imagination, qu'ils ont du mal à avoir des idées. J'en faisais partie. Mais en fait, on a toutes et tous une partie de notre cerveau qui est capable de créativité et qui est faite pour ça. C'est le cortex préfrontal. Donc en soi, on a toutes et tous les ingrédients en nous, présents en nous. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde peut participer à une séance de créativité et y apporter quelque chose. Même si on est créatif, la créativité, c'est quand même un mode de pensée qui s'apprend et qui s'entretient. C'est comme le vélo. C'est une compétence, un état d'esprit qu'on va avoir besoin d'utiliser et plus on va l'utiliser, plus ça va être facile de la mobiliser et plus on va être capable de mobiliser les mécanismes qui vont nous aider à faire preuve de créativité. Et enfin, 5e principe, la créativité est un mode de pensée particulier qui nécessite de créer un climat et d'adopter une attitude particulière. Pour le climat, ici à la Technopole, on a installé une salle qui est dédiée aux séances de créativité avec une ambiance cosy. Puis bon, en période hors Covid, on propose toujours des petites tagadas pour aider les gens à sortir du cadre. Voilà, donc ça c'est pour la partie ambiance, climat différent. Et pour l'attitude particulière, ça va être comme pour le code de la route, il y a des règles à respecter pour le bon déroulement de la séance. D'abord, il y a la règle du respect et de la bienveillance. Dans une séance de créativité, on va vous demander de reporter votre jugement. On n'est pas là pour critiquer les idées des uns et des autres ou pour faire preuve de cynisme ou pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça a déjà été fait. On est ensemble dans un même objectif et donc on est là pour respecter et être bienveillant envers les idées de toutes et tous. Ensuite, il y a la règle de l'écoute profonde et de l'ouverture. On a toutes et tous des compétences, des qualités, des choses qui nous intéressent plus ou moins, des façons de penser différentes. Et pour les accueillir avec bienveillance, il faut être capable de les entendre et de les écouter, d'écouter les points de vue différents du nôtre.
Donc, il faut pouvoir être ouvert aux idées différentes des nôtres. Donc, c'est cette règle de l'écoute profonde et de l'ouverture. Ensuite, comme tout le monde va respecter et être bienveillant avec vos idées, va les écouter et se montrer ouvert à ce que vous avez à proposer, il n'y a pas de raison de ne pas oser proposer toutes vos idées. Donc, soyez vous-même. N'hésitez pas à proposer vos idées. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle. Tout ce qui sera dit et fait pendant la séance ne le sera fait que que au profit de l'objectif commun du groupe. Et donc, c'est ce qui donne la troisième règle, celle de la confidentialité et de l'authenticité. Et enfin, je vous parlais de processus tout à l'heure. Il y a aussi une notion d'engagement pour pouvoir finir à l'heure, pour pouvoir arriver où l'on veut arriver avec des résultats suffisamment intéressants. Il y a cette notion de respect du timing et des exercices qui sont proposés. Ça, c'est un des rôles de la facilitation, de pouvoir faire respecter ce temps pour arriver à l'objectif attendu. Alors, ça vous semble peut-être un peu abstrait, là, tout ce que je vous raconte pour l'instant. Je vais donc vous proposer de passer à quelques exemples d'usage de la créativité ou de l'intelligence collective, donc des exemples que nous avons animés, nous, chez Laval Mayenne Technopole. Le premier cas d'usage, finalement, on peut faire une séance de créativité pour trouver une solution à un problème précis. Là, l'exemple que je vous présente, c'est lorsque l'on a accompagné l'entreprise Marchand Décoration à repenser sa façon de gérer l'information et la relation avec le client tout au long du déroulement de ces chantiers. Donc, en amont avec l'entreprise, nous avions identifié les potentiels accros dans cette relation client et nous les avons soumis en séance de créativité pour imaginer des solutions à mettre en place pour réduire les problèmes, les atténuer ou carrément les supprimer. Autre exemple, c'est cette fois avec l'entreprise Prisma Laval. Là, c'est surtout pour vous montrer que l'intelligence collective, c'est pas forcément que avec des post-it. On peut utiliser plein d'autres types d'exercices, d'outils pour favoriser la créativité. Ici, les invités avaient pu maqueter à l'aide de collages leurs idées. Donc, je leur avais laissé à disposition des magazines, des banques d'images. Et puis, on avait aussi à disposition un ordinateur et une imprimante au cas où s'il manquait certaines illustrations. Et donc, ça avait aidé les participants à cette séance à formaliser des idées concrètes pour répondre à notre question. Autre cas d'usage, on peut utiliser la créativité pour impliquer les utilisateurs et les utilisatrices dans la définition d'une solution pour s'assurer une adéquation finalement entre les besoins et les attentes de votre clientèle et le produit que vous êtes en train de concevoir. Là, par exemple, en 2019, on avait animé 2 jours de créativité avec l'entreprise Gruau. Il y avait également l'un de ses clients qui était présent et les utilisateurs finaux de son client. Et donc, ça nous avait permis, donc, grâce à ce panel hétérogène, ça nous avait permis de questionner différemment une problématique qui était existante depuis une dizaine d'années chez ce client. Autre exemple de séance pour impliquer ses utilisateurs ou ses utilisatrices, ici, c'était par exemple un événement qu'on avait organisé pour des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprise. Donc, ces personnes avaient imaginé des solutions, des produits qui répondaient à un besoin ou à une problématique. Et donc, on leur avait proposé de soumettre ce besoin ou cette problématique à des groupes de clients potentiels pour voir si ces gens-là n'avaient pas d'autres idées de solutions à leur proposer. Ça avait été une après-midi très riche pour tout le monde. Donc, on l'a vu, on peut créativer pour impliquer ses utilisateurs et utilisatrices, mais on peut aussi le faire pour permettre à ses salariés de s'impliquer dans l'entreprise. C'est un outil puissant qui va permettre de remonter les idées du terrain, ça va permettre de faciliter la compréhension et l'appropriation de la stratégie de l'entreprise, par exemple. Là, la photo que j'utilise comme illustration, donc on l'a prise en septembre dernier. C'était avec l'entreprise Daniel Moquet qui nous avait sollicité pour animer une séance de créativité qu'on pourrait intituler « Imaginer le pire pour anticiper le meilleur ». Donc, les salariés avaient pu proposer des idées de produits, de services ou de façons de travailler à mettre en place pour préparer le meilleur. Autre cas d'usage, on peut aussi s'appuyer sur l'intelligence collective lorsque l'on cherche une nouvelle image de marque à son produit ou à son entreprise, en impliquant de potentiels utilisateurs, des partenaires, des gens qui vont avoir à vivre avec cette image de marque.
que l'on met tout le monde autour de la table pour réfléchir et puis imaginer les pistes possibles. Ça permet d'avoir un retour du terrain et un retour extérieur sur comment on est perçu et comment on pourrait être perçu. Et donc, l'une de nos références sur ce sujet, c'est lorsque le CCSTI de Laval se cherchait un nom plus parlant que CCSTI. Et donc, cette démarche avait permis d'aboutir à la naissance du nom le Zoom et de la baseline Sciencez-vous. Et enfin, dernier exemple de cas d'usage que je voulais vous présenter ce matin. On peut aussi utiliser l'intelligence collective pour faire de la prospective, pour imaginer les possibles. C'est par exemple le cas du challenge compétences, pendant lequel en fait on propose à des entreprises d'ouvrir la porte à une équipe d'étudiants. Et c'est les étudiants qui vont avoir la possibilité d'imaginer plein d'idées sur comment leurs compétences, les compétences qu'ils acquièrent à l'école, pourrait apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, des fois, c'est des idées de produits, des fois, c'est des idées de services complémentaires, des fois, c'est carrément des idées de réorientation ou de réorganisation en interne de l'entreprise pour mieux satisfaire les clients ou pour optimiser l'organisation. Voilà pour les exemples de cas d'usage que je voulais vous présenter ce matin. Est-ce que vous voyez d'autres exemples d'usage de l'intelligence collective à me partager, d'autres objectifs ou d'autres cas d'usage que vous avez eu l'occasion de vivre? Éventuellement, Charlotte, pendant que les gens écrivent, il y avait une petite question rapide. Quel est le coût d'un post-it? Je savais bien que j'aurais dû regarder. On m'a posé la question la semaine dernière aussi. Je pense que ma prochaine étape, ça va être de traduire mes 25 000 post-it en euros pour voir combien j'ai coûté à Laval Mayenne Technopole. Mais je n'ai pas le prix là tout de suite. Là, je pourrais le retrouver pour plus tard. Alors, du coup, on a une proposition de cas d'usage, donc des réunions entre indépendants. L'objectif, c'était de créer une synergie dans les méthodes de travail. Donc, j'imagine pour imaginer ensemble une méthode de travail, pour mieux travailler ensemble entre ces indépendants. Donc oui, on est un petit peu, ça va un petit peu avec le côté impliquer ses collaborateurs et collaboratrices, de voir voilà comment est-ce que chacune peut proposer ses idées pour faciliter le travail d'équipe, le travail collaboratif. Lionel nous propose du coup, il avait utilisé donc l'intelligence collective pour imaginer l'avenir des cafés, hôtels, restaurants en 2040. C'était une réflexion qui datait d'avant le Covid. Et à la limite, ce serait intéressant aujourd'hui de refaire ce même travail. Du coup, justement, maintenant qu'il y a le Covid, on a vu les impacts que ça pouvait avoir sur ce secteur d'activité. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider ou pour permettre à ce secteur de perdurer? Ah, on a Christian, du coup, le directeur de Laval Mayenne Technopole, qui nous informe qu'un post-it coûte 1,5 centime. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, savoir combien j'ai coûté. Voilà, donc Lionel mentionne à nouveau le travail de prospectif que l'on peut faire grâce à l'intelligence collective. Et donc Philippe nous dit qu'il avait utilisé l'intelligence collective dans le cadre de la transformation numérique d'une organisation pour pouvoir diminuer la pression sur les product owners. Donc comment se dégager du temps, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour gagner du temps sur certaines tâches ou pour réduire les tâches. Ok, super. Merci à toutes et tous pour vos ajouts là-dessus. Je vous propose de passer à la suite. On pourra revenir sur vos cas d'usage un peu plus tard dans le webinaire. Maintenant qu'on a défini ensemble ce qu'était la créativité et quand il peut être intéressant de l'utiliser, je vous propose de passer au côté pratique. Hop là. Je vous propose de passer au côté pratique. Comment organiser et animer une séance de créativité. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais ça peut être intéressant. Mais sinon, si vous avez envie de le faire vous-même ou que vous n'avez pas forcément les moyens de faire appel à quelqu'un d'autre, voici 5 conseils que je pourrais vous donner pour vous aider dans votre tâche. Alors, le premier conseil, il peut sembler bateau, mais ça va être de bien préparer votre séance. Il y a une citation que l'on prête à Einstein qui est « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution.
Toute démarche de génération d'idées a besoin d'être bien préparée, d'être bien cadrée pour que la solution soit générée facilement et rapidement, presque pour qu'elle coule de source. Donc, en d'autres termes, il faut pouvoir poser un cadre pour pouvoir en sortir plus facilement, pouvoir proposer des idées pour sortir de ce cadre. Et donc, la première chose à poser, ça va être les attendus de cette phase d'intelligence collective. Quels sont les objectifs recherchés? Quels sont les livrables souhaités? À quel niveau d'idée vous voulez arriver? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un attendu en termes de nombre d'idées, en termes d'opérationnalité des idées qui seront proposées? Voilà, ça, il faut bien le définir en amont de votre séance pour savoir à quoi on s'attend pendant cette séance. Ensuite, il va vous falloir définir ce que j'appelle le challenge créatif. En fait, c'est la question que vous allez poser pendant cette démarche. C'est assez crucial cette étape parce que cette question, elle est importante. C'est ce à quoi vos participants vont se rattacher tout pendant la démarche. Donc, cette question, il faut qu'elle soit suffisamment définie pour éviter les idées hors sujet ou les idées trop banales. Mais en même temps, il va falloir que cette question soit suffisamment ouverte pour ne pas enfermer votre groupe de participants finalement dans une solution presque déjà imaginée en amont. Ce challenge créatif, moi j'aime bien commencer par comment pourrions-nous faire ceci, atteindre cela, mettre en place quelque chose. Et le comment pourrions-nous, il est important parce que je trouve que ça projette tout de suite dans quelque chose de possible. Et donc, pour définir ce challenge, ça ne se fait pas comme ça. Il faut pouvoir définir les éléments de contexte nécessaires. Donc, c'est bien définir quel problème on tente d'adresser, quels sont les impacts aujourd'hui de ce problème. Et donc, pour définir ces éléments de contexte, on peut utiliser différents outils. On peut, par exemple, faire un état des lieux de l'entreprise ou du sujet. Donc là, je vous inviterai à regarder le webinaire que ma collègue Sandrine avait animé en mai dernier sur l'état des lieux. Vous pouvez aussi ressortir tous les outils type SWOT ou analyse Pestel pour faire le point sur quelles sont les contraintes, les risques, les opportunités autour de votre sujet ou de votre entreprise. On peut également aller à la rencontre des utilisateurs ou des parties prenantes de votre problème pour bien en comprendre les tenants et aboutissants. Ça peut être intéressant aussi de faire une veille, voir qu'est-ce qui a déjà été fait dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres pays, pour s'inspirer, voir un peu l'état de l'art actuel sur ce sujet. Donc voilà, il y a plein de petites choses que l'on peut faire pour préparer ce travail et préparer ces éléments de contexte. Et donc, en plus de vous aider à définir votre challenge créatif, tous ces éléments de contexte vont pouvoir vous aider à présenter les choses en début de séance pour guider au mieux les participants. Vous ne l'avez pas, certains d'entre vous nous l'ont partagé tout à l'heure, le mauvais souvenir que certains et certaines ont des séances de créativité est souvent lié au fait qu'une question est posée, que des idées ont été proposées pendant la séance, mais qu'il n'y a pas vraiment eu de réelle progression pendant la séance ou de suivi derrière. Donc ça, c'est le quatrième élément à poser, c'est un processus clair, une trame claire et précise. C'est pas parce qu'on fait de la créativité qu'on fait ça un peu au pif. Il y a vraiment cette notion de processus, de méthode, d'outils à utiliser et de timing, avec un début, une fin, des exercices différents, d'abord pour aider votre groupe à diverger, puis pour l'aider à converger et enfin pour l'aider à formaliser des idées concrètes. Je vous propose ce petit schéma pour représenter le processus type d'une séance d'idéation. Donc, il y a d'abord la phase d'introduction et d'éveil de la créativité pour préparer votre groupe, pour lui permettre d'entrer dans cette attitude, dans l'attitude nécessaire à la créativité. Ensuite, il y a la présentation du challenge créatif. Et ne pas hésiter à laisser poser quelques questions pour que les gens comprennent bien de quoi on parle et ce sur quoi on va travailler pendant la séance. Et puis, voilà, la phase de divergence, puis de convergence pour arriver à une étape de formalisation des idées principales qui auront été générées par cette séance. Et puis enfin, une petite conclusion. Et donc là, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais il y a cette notion derrière de tenir informés les participants sur ce qui a pu être mis en place suite à cette séance. C'est toujours important. Donc ça, c'était le premier conseil, bien préparer votre séance de créativité. Le deuxième conseil, c'est de bien constituer votre panel de participants et de participantes.
Et votre groupe de créativité, ça va être comme un plateau de fromage. Il y a besoin de diversité pour bien en profiter. Des différences vont naître la richesse des idées. Il y a besoin de diversité donc sur les compétences des gens qui vont être présents, des personnalités différentes aussi, des secteurs d'activité différents, pour que le croisement des idées et des points de vue puisse permettre de générer quelque chose de nouveau. Une fois que tout le monde est réuni pour votre séance, il va être important de désamorcer les appréhensions. C'est un peu les petits points négatifs que vous avez soulevés en début du webinaire. Souvent, moi, je commence par présenter la définition de la créativité que je vous ai présentée tout à l'heure pour bien expliquer ce que l'on va faire pendant la séance. Dire voilà, ça va durer 2 heures, ça va durer 3 heures. Et l'objectif, c'est qu'en fin de séance, on arrive à tel endroit. Pour que voilà, les gens tout de suite se sentent plus à l'aise et du coup être sûr que tout le monde embarque avec vous dans cette séance. Donc il est important de bien définir l'objectif de la séance et le résultat attendu à ce moment-là. Si vous avez fait le choix d'animer votre séance de créativité vous-même, vous allez devoir adopter ce qu'on appelle la posture de facilitation. C'est comme cette chef d'orchestre. En soi, c'est pas elle qui produit les sons grâce aux instruments de musique qui vont constituer la mélodie, mais elle est indispensable pour pouvoir guider les musiciens et les musiciennes, pour pouvoir donner le ton et donner la vie à l'interprétation collective de la partition choisie. Et donc, en tant que facilitateur ou facilitatrice, vous aurez 3 rôles clés. Le premier, ça va être d'assurer la production des idées pendant la séance. Finalement, c'est à vous que revient cette lourde tâche de produire, de faire en sorte que le groupe soit capable de produire des idées pendant la séance. Le deuxième rôle, c'est ensuite de guider les participants. Donc, pour pouvoir assurer cette production, quels exercices vous allez proposer, quelles méthodes. On dit facilitation, c'est il faut que vous puissiez rendre facile le processus, l'exercice pour les participants. Et donc, ça va être à vous de faire respecter les règles et de guider le groupe vers l'imaginaire. Et enfin, dernier rôle clé, c'est de réguler les relations, les prises de parole entre les participants et les participantes. Par exemple, voilà, pour faire en sorte que quelqu'un ne la monopolise pas. Souvent, il y a quelqu'un qui prend l'ascendant sur le groupe, hein, c'est très fréquent. Mais voilà, ça va être votre rôle à vous, soit de lui faire remarquer gentiment, de laisser la parole aux autres, ou d'inciter directement les autres à également proposer leurs idées pour pouvoir rééquilibrer la balance. Et cinquième et dernier conseil, amusez-vous. Finalement, moi, c'est un exercice que je trouve vraiment marrant de pouvoir travailler avec les gens, de leur faire émerger des idées. Et donc, si vous-même, vous vous amusez, vous permettrez à votre groupe de s'amuser. Et donc, du coup, il sera capable de proposer plus d'idées. Ce sera un moment agréable pour tout le monde. Et il y a de fortes chances que les résultats ne soient que meilleurs après cette séance. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des petites questions qui ont été posées dans le chat? On peut faire une petite pause pour y répondre si vous voulez. Oui, tout à fait, Charlotte. Alors, on a une première question qui n'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque par rapport aux post-it effaçables. Donc, Marlène nous fait part que ça existe et qu'elle les a testés très récemment. Donc, je ne sais pas si tu avais un retour, toi, d'expérience par rapport à ça en complément. Alors moi, j'ai pas de retour d'expérience, j'ai pas encore utilisé, mais oui, j'ai vu qu'il y avait certaines entreprises qui se mobilisaient du sujet de séance de créativité zéro déchet et qu'il y a quelques produits qui commencent à arriver sur le marché. Mais bon, voilà, moi personnellement, je ne les ai pas utilisés. Et on a Pascal qui demande quels sont les outils pour la convergence. Alors, donc la convergence, c'est ce moment où on part de toutes les petites idées de la divergence pour pouvoir identifier les idées qui ont le plus fort potentiel. Souvent, moi là, je sors les gommettes. Voilà. Après les post-it, mon deuxième outil de prédilection, c'est les gommettes. Et donc souvent, je donne un nombre défini de gommettes à chaque personne en leur disant, voilà, quelles sont les idées qui, selon vous, répondent le plus à notre challenge créatif. Et donc, d'aller coller sur les post-it les petites gommettes. Et ça nous permet non pas d'arriver à un consensus, parce qu'il est très rare que tous les participants d'une même séance collent sur la même gommette, mais au moins ça permet de gagner du temps dans l'identification des idées qui font le plus
écho dans l'esprit des participants. Et donc, ça permet souvent de sortir 5, 6, 8 idées qui plaisent particulièrement aux participants. Et du coup, de ces idées, donc là, ça permet de sélectionner les plus importantes. Et de ces idées, après, on peut les enrichir pour continuer à pouvoir les formaliser. Voilà j'espère que j'ai répondu à la question. C'est un des outils qu'on utilise, je pense qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est celui que j'aime beaucoup. Donc Philippe fait une remarque en disant que c'est un jeu où tous les participantes doivent sortir gagnants et gagnantes pour ne pas générer de la déception. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est vrai que c'est le genre d'exercice qui peut être mal vécu parce que du coup, on a l'impression qu'on attend beaucoup de nous, de chacun des membres du groupe. Donc, il faut veiller à ce que, déjà, si on arrive à avoir une bonne ambiance, à mettre en place un climat de convivialité, ça permet à chacun de décomplexer un peu l'exercice de créativité et puis réussir à faire dire fréquemment pendant la séance. Moi, je le fais souvent de dire bravo, on est arrivé à X idées, on a pu permettre à telle entreprise d'avoir X pistes de réflexion. Donc ça permet, c'est ce qu'on appelle un peu la méthode des win-win, des quick wins. Voilà, rapidement dire on a déjà eu tout ça, c'est super. Toutes les idées sont bénéfiques et pourront aider l'entreprise. Ça permet à ce que chacune puisse se rendre compte de ce qui a été fait et de voir que ça a une utilité. On a une question de Valentin qui dit « Vous parliez de personnalités dominantes dans le groupe. Est-ce qu'elles sont donc à détecter en avance et à éviter de les mettre avec les autres ?» On ne le sait pas toujours en amont, parce que du coup, alors après ça dépend si c'est vous qui constituez votre panel de participants avec que des gens que vous connaissez. Dans ces cas-là, si c'est que des gens que vous connaissez, il y a des gens que vous aurez plus ou moins envie d'inviter. Voilà, quelqu'un que vous savez comment dire, quelqu'un que vous savez très très bavard ou très campé sur ses positions et qui va pas être capable de faire preuve d'ouverture. Si vous le savez en amont, ça sert à rien de l'inviter. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui a une compétence essentielle. Mais vous savez que pendant la séance, vous allez avoir plus de mal à l'emmener avec vous sur le processus. Mais vous n'avez pas toujours le choix ou la main de savoir qui va participer à cette séance. Donc en soi, c'est plutôt être capable très vite dans la séance de voir, tiens, je vois que telle personne est très bavarde ou tiens, cette personne, elle est un peu plus effacée. Donc finalement, ça va être à vous de peut-être un peu plus aller vers la personne plus effacée, de dire, et vous, quelles idées vous auriez envie de proposer pour que du coup, les autres personnes qui sont pas de type dominant, même si j'aime pas trop ce terme, pour que les autres se sentent aussi impliqués dans la démarche d'idéation et que chacune puisse proposer ses idées. Plutôt que de supprimer entre guillemets les dominants, c'est faire en sorte que les autres se sentent aussi à l'aise pour proposer les idées et donc du coup de rééquilibrer ça. Daniel demande quel temps de préparation pour une séance de créativité? Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Déjà, ça dépend du sujet en lui-même. Si c'est un sujet très technique qui va vous nécessiter, de vous approprier le sujet, par exemple, le sujet que je mentionnais avec Glo nous a demandé beaucoup de temps parce que c'était un sujet très technique qu'on ne traitait pas au quotidien. Donc, il a fallu qu'on regarde, qu'on prenne du temps nous-mêmes pour faire notre propre veille, nous approprier le sujet. Donc là, ça nous a demandé du temps pour qu'on puisse s'approprier le sujet. Après, il y a d'autres sujets qui sont plus classiques ou plus abordables qui du coup vont nécessiter moins de temps d'appropriation. Et après, sur la partie préparation de la séance, c'est pareil, ça va dépendre de la durée de votre séance. Si votre séance, elle dure que 2 heures, je pense qu'il ne faut pas passer plus de 2 heures à la préparer. Après, par contre, si c'est une séance qui va durer 2 jours, du coup, vous allez devoir fournir plus d'exercices différents, à la fois de convergence et de divergence pour ne pas lasser vos participants. Donc, il va falloir faire preuve d'un petit peu de curiosité, d'aller voir à droite, à gauche quels exercices je vais pouvoir proposer. Donc, forcément, ça va devoir vous demander plus de temps. Voilà, c'est un peu une question à la normande, peut-être d'un coup, peut-être d'un non, mais voilà. Puis après, plus vous aurez l'habitude, voilà, moi je sais que j'ai un schéma de séance de créativité que j'affectionne particulièrement.
Donc du coup, je gagne du temps parce que je sais qu'il est efficace. Je l'ai testé plusieurs fois et donc finalement, je passe moins de temps aujourd'hui pour préparer une séance qu'au tout début quand j'ai commencé en 2015. Voilà, est-ce qu'il y avait une autre question ou Alors Pascal a mis un commentaire, mais je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Peut-être qu'il pourra nous éclairer un peu plus. Il met une séance de créativité ou plusieurs avec un même groupe. euh, alors du coup, oui, si je pense que je vois je vois un peu la question. On peut tout à fait imaginer que moi souvent je parle de séance de créativité parce que dans la majeure partie des cas, les gens je les invite une fois, on fait une séance ensemble au sein du groupe et puis après la séance c'est terminé pour les participants. Donc on les tient informés de ce qui est donné derrière, mais en soi eux ils ont terminé. Voilà, bon, c'est le cas que je fais le plus possible, mais je l'avais fait au tout début. C'est que du coup, on avait un groupe de créativité et en fait, la phase d'idéation, la phase d'intelligence collective avait duré sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc du coup, un même groupe se retrouvait une fois par mois pour progresser petit à petit. Donc on reprenait ce qui avait été fait la fois précédente et puis on allait plus loin au fur et à mesure. Là, ça va dépendre du sujet, de la complexité du sujet, de ce que vous attendez et du type de participant qui va venir. Par exemple, là, je reviens sur l'exemple de Gruau, ça a duré 2 jours parce que c'était possible de mobiliser cette douzaine de personnes sur 2 jours complets. Donc, du coup, on était ensemble de 9h à 17h sur ces 2 jours. Donc, voilà, on était un groupe, une démarche. Mais voilà, si ça n'avait pas été possible et que voilà, notre client aurait préféré plutôt de faire 4 demi-journées espacées de 2 semaines chacune, on aurait pu le faire, on aurait pu le faire aussi. Ça dépend du sujet, ça dépend de la disponibilité de vos participants et des résultats que vous voulez obtenir. Voilà pour ces réponses à ces questions. Daniel demande si on propose des formations pour être facilitateur. C'est possible, c'est à discuter. Ça dépend quel est votre besoin, mais on peut tout à fait en discuter. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que j'en sache un petit peu plus sur votre besoin et ce qui serait le mieux pour vous. Héloïse demande si on propose une photo des participants pour terminer la séance. Ça dépend. Moi, je le fais rarement. C'est vrai qu'une photo de groupe, c'est pas. Moi, j'aime bien prendre des photos pendant la séance, notamment quand les gens collent les gommettes sur les post-it. Moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir des photos en mouvement. Après, ça dépend. Voilà, il y a des fois, enfin, en fonction de pour qui on fait cette séance, voilà, il y a le dire tiens, ce serait bien si on faisait une photo avec les participants. Donc, c'est possible. Ça permet d'avoir un souvenir. Et moi, souvent, je glisse quelques photos des séances de créativité dans les livrables que je remets. Donc, quand c'est une séance qui avait été commanditée par une entreprise, comme ça, du coup, il y a le petit côté souvenir que l'entreprise peut garder. Peut-être rapidement, en attendant que les futures questions arrivent, j'en profite pour de ce webinaire pour vous parler de notre prochain webinaire de l'innovation qui aura lieu le mardi 13 avril. Et donc, c'est Sandrine Hélène Trouillard qui vous parlera de quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'intrapreneuriat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Oui, pardon. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, en effet. Très bien. Et ben dans ces cas-là, merci tout le monde pour vos messages. Merci pour votre participation. C'était top de vous avoir ce matin. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre participation au webinaire. Et puis, on se retrouve le 13 avril pour notre prochain webinaire de l'innovation. À bientôt. À bientôt. Héloïse redemandait le titre, donc ce sera sur l'intrapreneuriat. Voilà. Héloïse, si vous souhaitez nous retrouver à nouveau. Et une bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.